Et on va poursuivre sur cette lancée avec un sujet majeur de l'économie, la désindustrialisation de la France. Industrie, je t'aime, moi non plus, c'est le sujet de notre prochaine séquence qui va durer 40 minutes. Je salue la présence de Mathieu Gillard, vice-président d'Air Liquide. Bonjour Mathieu. Bonjour. Je salue également la présence de Sophie Viger, directrice générale de l'École 42. Bonjour Sophie. Bonjour. Et je salue également la présence de Thomas Huriez pour 1083. Bonjour. Je vous propose de peut-être dresser un contexte avec quelques éléments chiffrés. D'après France Industrie, 274 milliards d'euros, c'est ce que représente le secteur de l'industrie dans le PIB français. C'est environ 13,5% du PIB français. Le secteur industriel compte 260 000 entreprises pour 3,1 millions d'emplois. La désindustrialisation est un mouvement majeur. En 50 ans, la fermeture d'usines a été massive. On parle plus de la moitié de fermeture d'usines. L'objectif du gouvernement est clair au travers d'un plan de relance affiché depuis 2020. Il faut ouvrir des usines et on va justement en parler au travers de cette table ronde. Je rappelle le titre, Industrie, je t'aime, moi non plus. Vous pourrez bien sûr poser vos questions à la fin de cette table ronde et on vous lit également sur les réseaux sociaux avec le hashtag MKN23. Alors pour commencer, je vous propose peut-être de vous présenter respectivement. Mathieu Gillard, vous êtes vice-président pour Air Liquide. Je vous propose de peut-être nous expliquer un petit peu le cœur de métier d'Air Liquide. Donc, bonjour à tous, Mathieu Gillard, donc Air Liquide. Air Liquide, on est une société qui est fondamentalement locale parce qu'en fait, notre métier, c'est les gaz de l'air. Donc on a deux matières premières, l'électricité et l'air qui est autour de nous. Et on prend cet air, on le distille et on le décompose en molécules d'azote, d'oxygène, d'argon. Et on les distribue autour de nous. Donc, et ça ne va jamais très loin parce que le gaz se transporte pas très bien. Donc on a un métier très très local par essence. Merci Mathieu. Sophie, l'École 42. Oui, bonjour, je suis Sophie Viger, directrice générale de l'École 42. Donc l'École 42, c'est une école qui a été créée en 2013. C'est une école d'informatique et d'excellence. Elle est ouverte à toutes et à tous, sans condition de diplôme, sans condition d'âge, sans condition financière non plus, et basée sur une pédagogie innovante, mais on en parlera peut-être plus tard. Peut-être. Voilà. Merci Sophie. Thomas. Bonjour, moi je suis le fondateur de 1083. 1083, c'est une marque de jeans et de basket made in France. C'est la distance qui sépare les deux villes les plus éloignées de l'Hexagone. Donc en fait, on fabrique des jeans à moins de 1083 km de chez vous, où que vous habitiez en France. Quelle ville? Menton au sud-est et Port-Spoder, c'est un petit village au nord de Brest. Merci Thomas. En 20 ans, 1 million d'emplois dans le secteur industriel ont été perdus selon l'INSEE. Depuis 2016, malgré tout, la France elle est sur la plus haute marge du podium en Europe en termes d'attractivité. C'est une bonne nouvelle. On a beaucoup d'investisseurs, 1607 projets d'investisseurs qui arrivent dans notre pays. À cela s'ajoute, comme je le disais, un plan relance 2030 avec pour objectif de développer les industries, de développer la compétitivité des entreprises. On a d'un côté, je le disais, dans le secteur industriel, des suppressions d'emplois, 1 million en 20 ans, et de l'autre, un regain des investisseurs étrangers qui viennent sur notre territoire. Ma question, elle est très simple, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Assistons-nous à une désindustrialisation de la France, comme on le dit, ou à une mutation justement de l'industrie, ou peut-être même les deux? On commence avec vous, Mathieu. Alors, je crois qu'on a un nouveau chapitre de l'économie mondiale qui est celui de la relocation. Il ne vous a pas raté que quand vous regardez le journal ou vous regardez la télé, il y a deux mots un peu clés, c'est résilience et souveraineté. C'est un peu les deux mots dont tout le monde parle et c'est un peu ce qu'on vit effectivement aujourd'hui. Donc souveraineté, résilience, ça veut dire de revenir quand même un petit peu plus près de chez soi. Et donc nous, ça nous pose des questions de supply chain, de relocalisation, de formation, d'accès à l'emploi, de compétition, de recyclabilité, de toutes ces choses-là. Donc il faut qu'on intègre tout ça, et ça c'est dans le temps long, parce qu'on est dans l'industrie et que ça prend du temps de tout réfléchir, de tout reconstruire. Et c'est un peu ce qu'on vit au quotidien. Donc ça, c'est un peu la transformation de l'industrie. Et on est aussi à la croisée des chemins parce qu'on a aussi la transformation de la société. Et on doit aussi intégrer là-dedans les nouvelles méthodes de travail, les nouveaux modes de management, l'impact CO2 de nos produits. Et donc c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas une mutation, ce n'est pas une révolution, mais c'est une transformation et qui nous rapproche de plus en plus de nos bases. Et comme je venais de vous le dire en introduction, chez Air Liquide, ça tombe bien puisque nous, on suit nos clients. Nos gaz voyagent très mal, donc si les emplois reviennent en France, eh bien tant mieux pour nous. Sophie, désindustrialisation, mutation ou les deux?
Je dis pareil, moi. Je dis transformation. Je sais pas. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que la part de l'industrie dans le PIB, elle a baissé sur les 20 dernières années de 14 à 9%. Donc en gros, il n'y a pas photo. En effet, il y a une désindustrialisation. Après, je pense que c'est ce qu'on disait. Je pense qu'il y a peut-être une prise de conscience qui a été faite, particulièrement à la période de la pandémie. On s'est aperçu que tout d'un coup, on n'avait pas de masque et qu'en fait, on était un peu dépendant des autres. Pareil pour les principes actifs des médicaments. Il y a une forte dépendance. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience qui a un petit peu changé les choses. Et aussi le plan, en effet, France 2030, qui est quand même la réindustrialisation, mais avec des emplois, évidemment, pour tous, et puis un respect, bien évidemment, du climat. Donc cette prise de conscience, je pense, malheureusement, enfin pas malheureusement, mais en tout cas, elle accompagne aussi, je pense que c'est pas facile pour les entrepreneurs, même si là, en 2021, je crois que c'est le baromètre en Coris qui montrait qu'en fait, il y avait eu beaucoup plus de projets industriels que les années passées, donc ça repart énormément. Mais je pense que c'est pas facile pour les entrepreneurs industriels de se lancer parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes, parce que le prix des ressources augmente, parce que le prix de l'énergie augmente, et donc c'est pas vraiment évident. Et aussi, il y a une problématique de ressources. Et là, donc du coup, c'est ce qu'on fait, c'est les ressources, particulièrement dans le digital. Il y a une pénurie hyper importante, donc ça aussi, l'incertitude, elle est quand même un peu difficile. Ça tombe bien, on parlera formation également sur ce sujet. La bonne nouvelle, c'est qu'on ouvre plus d'usines qu'on en ferme depuis 2021. Thomas, désindustrialisation, mutation ou les deux ? Je dirais les deux, mais je dirais un peu. J'ai l'espoir, moi, d'un retour du bon sens. On voit bien que quand on fabrique des choses au bout du monde, on en perd la maîtrise, on en perd la capacité, et du coup, on est faible de ça. Quand on a eu le Covid, on a eu énormément de mal à fabriquer des carreaux de tissu avec 2 élastiques, les masques. C'est pourtant dérisoire, c'est rien du tout, mais on ne savait plus faire. On n'avait plus les machines à coudre, plus le personnel, plus les réparateurs. Et donc l'industrie textile, grâce à ce choc du Covid, du coup, s'est remobilisée et a retrouvé du sens et sa place dans la société française. Nous, on pense qu'il y a un mouvement de relocalisation, que c'est une demande des consommateurs que d'acheter plus local. On le voit un peu au travers de la consommation, on le voit beaucoup au travers de la communication des marques conventionnelles qui communiquent beaucoup sur le Made in France, le respect de l'environnement, etc. Ça, pour nous, ce greenwashing, on adore le greenwashing chez 1083 parce que c'est le premier symptôme de changement d'habitude. Et donc, le plus facile des changements, c'est par la communication. Et donc, ça engage d'autres changements à venir. Ça nous encourage. Après, pour autant, quand on voit un supermarché, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a 60% de l'alimentaire qui est fabriqué en France. Dans le textile, il y a 3% des vêtements achetés en France qui sont fabriqués en France, donc c'est très peu. Et dans le jean, c'est 0,15% des jeans achetés en France qui sont fabriqués en France. Aujourd'hui, on vend à peu près 50 000 jeans 1083. On représente plus de la moitié des jeans made in France 1083, donc c'est génial de notre point de vue. Mais c'est 50 000 jeans sur 67 millions. Et avec 50 000 jeans, on crée 250 emplois. Donc on peut imaginer les dizaines de milliers de créations d'emplois qu'on peut créer à travers notre consommation plus locale. Je vous propose d'aller sur le terrain de la perception que les Français ont de l'industrie. On a des chiffres avec des sondages. En 2019, selon YouGov, 40% des personnes interrogées considéraient que l'industrie favorisait les délocalisations, 26% pour le chômage. Les 18-34 ans considèrent à 80% que l'industrie est source de pollution. C'est énorme. En 2022, selon l'Ipsos, la priorité de l'industrialisation de la France était partagée par 95% des sondés. On est en plein cœur du sujet. Industrie, je t'aime, moi non plus. Pourquoi, justement, y a-t-il un désamour des Français vis-à-vis de l'industrie ? Mathieu, je parlais d'Air Liquide, de vos activités. Je suppose que beaucoup de Français méconnaissent votre activité. Et pourtant, c'est un fleuron de l'industrie française, présent dans le monde entier, 75 pays et 66 000 salariés au travers du globe. Alors, s'il y a des amours, pour moi, la bonne nouvelle, c'est qu'à un moment, il y a eu amour. Donc, on va essayer de revenir à ce mode un peu amoureux. Quand on regarde un peu l'historique, quand même, je pense qu'il faut revenir aux 30 Glorieuses. Et tu le mentionnais, on a consommé beaucoup, loin, pas cher. On ne s'est pas posé de questions de cycle de vie, d'empreinte CO2, etc. Et c'est un peu ce qu'on a vécu. Et la France s'est désindustrialisée à ce moment-là. Alors moi je viens du nord de la France, c'est sûr que quand il y a l'industrie qui va mal parce qu'il n'y a pas de textile, les mines ont fermé, le ferroviaire va pas bien
Et donc vivre dans une ville des années 80, il n'y a plus d'industrie, c'est quand même un peu compliqué. Et on se rend compte quand même de la place que ça peut prendre. Donc je pense que l'industrie a vécu ces problèmes-là. Et puis à un moment, la société, parce que l'industrie fait quand même partie de la société, a commencé à pousser, à se poser des questions sur comment consommer, l'empreinte CO2, la souveraineté. Puis ça a été mis en avant encore plus par le Covid, la crise énergétique avec la guerre en Ukraine. Et toutes ces questions-là, elles ont poussé la société à se positionner, à agir. Et donc, nous, les entreprises, à aussi à répondre à ça. Et donc, comme on n'est pas isolé, on est obligé de trouver des éléments de réponse. Et on donne des éléments de réponse, nous, en tout cas, Air Liquide, sur la décarbonation, parce qu'on a des solutions en interne pour nos propres usines, mais qu'on peut vendre et développer auprès de nos clients. On a des solutions telles que l'hydrogène, par exemple, le captage du CO2. Et donc ça nous pousse à répondre aux attentes de la société. Donc, tant des talents que des consommateurs, que des citoyens, parce que moi je pense, et c'est pour ça que je me lève le matin et que je viens travailler dans l'industrie, que l'industrie a les moyens de ses ambitions, elle a les moyens de trouver des solutions et de décarboner la planète. Donc nous on a des solutions et j'espère qu'on va réussir à le mettre en place à l'échelle avec les moyens qui sont les nôtres. Et donc c'est mon réveil matin. Merci à vous Mathieu. Sophie, même question. L'école 42, fondée par Xavier Niel, le groupe Iliad. Quand on parle de code à des Français, justement, est-ce qu'on arrive à accrocher? Est-ce qu'on sait ce que c'est quand on parle de code? Est-ce que vous arrivez à faire adhérer un petit peu à tout ça? Alors non, j'ai déjà eu le coup du code de la route. Ça m'est déjà arrivé pour de vrai, beaucoup de fois. Donc non, on ne sait pas. Mais malheureusement, en fait, l'univers du code, il y a vraiment un biais historique qui est hyper fort, qui fait qu'il y a énormément de stéréotypes autour du code, autour de ce que ça fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec, autour aussi de la population qui travaille dans le code. Il y a beaucoup de stéréotypes. Il faudrait être un homme, il faudrait être bon en maths, il faudrait être ceci, cela. Et ça, c'est un vrai problème, en fait. Et on a une grosse difficulté, c'est que, vous savez, les révolutions industrielles, en fait, à chaque fois, on a formé les populations au sein de l'école pour pouvoir accompagner ces révolutions industrielles, pour donner les compétences, pour pouvoir aller travailler dans les usines, etc. Et il y a un truc assez rigolo, c'est de s'apercevoir et de se dire que quand on a découvert l'électricité, eh bien c'est seulement, je crois, 5 ou 10 ans après, c'était au programme scolaire. C'est vachement important pour se dire, en fait, ça évitait le charlatanisme, ça permettait aussi de comprendre le monde qui nous entoure. Là, l'informatique, en fait, la digitalisation qui se fait non seulement dans l'industrie, donc pour pouvoir travailler dans tous ces métiers, en fait, on voit bien que ça irrigue tous les métiers. J'ai même un exemple complètement bête, mais par exemple, si vous voulez dénicher des talents musicaux, avant, il fallait aller sur des scènes et écouter des groupes. Bon, on peut toujours faire ça, mais en fait, il n'y avait que quelques groupes qui pouvaient accéder à une scène musicale. En fait, maintenant, la scène musicale, elle est partout, elle est diffusée partout, donc il faut avoir quelqu'un qui sait un peu jouer des algorithmes, qui sait comprendre comment aller dénicher des talents. Ces compétences-là, malheureusement, elles ne sont pas du tout enseignées à l'école. Et ça, c'est un véritable problème pour nourrir l'industrie, mais de manière beaucoup plus large. En fait, même si vous apercevez qu'en fait, par exemple, les outils dématérialisés mis à disposition par le gouvernement, en fait, il y a plein de personnes qui ne savent pas s'en saisir. Mais c'est pas que le troisième âge, c'est aussi parfois même des jeunes, en fait, parce qu'on ne donne pas ces éléments-là. Et en fait, c'est gravissime. Et malheureusement, il faudrait développer beaucoup plus l'apprentissage de l'informatique pour pouvoir non seulement avoir un socle plus large pour former, pour avoir des personnes dans l'industrie, et particulièrement, on en parlait avant, on a un énorme manque de femmes. C'est quand même assez aberrant que le monde économique numérique ne représente pas du tout la société. Il y a seulement 20% de femmes dans l'industrie économique, dans le numérique. Et ça, c'est un... Ouais, mais je vois des gens dire « Ah bon, d'accord, je croyais que c'était... » Non, franchement, je vous assure, c'est une catastrophe. Je vous assure que c'est un vrai problème de société très, très large. C'est-à-dire qu'on laisse sur le bas-côté toute une partie de la population. Qu'est-ce que vous allez dire à vos filles si vous continuez à leur faire croire que l'informatique, c'est pas fait pour elles? Le monde entier devient digitalisé, donc en fait, elles vont faire quoi? Donc voilà, il y a juste un point d'appel hyper important, sans compter toute la compréhension aussi de la cybersécurité. On a des tonnes d'entreprises qui n'ont pas du tout les compétences pour pouvoir être protégées, et ça aussi, c'est dramatique. Donc, dans l'industrie de manière générale, on a un manque de compétences flagrant. Thomas, quand on pense forcément à l'industrie du textile, on pense naturellement à des localisations. Oui, après je voulais revenir sur la notion d'attractivité de l'industrie. Oui. Déjà, c'est quoi l'industrie? L'industrie, c'est créer, produire ensemble. L'artisanat, on est tout seul, l'industrie, on est plusieurs. L'industrie, c'est valable pour c'est l'usine, comme on l'imagine dans le textile, avec sa cheminée à l'époque, etc. Mais c'est aussi produire des biens immatériels. L'industrie de la finance, c'est une industrie, pourtant c'est du service. L'industrie de la musique, c'est de l'art, et pourtant c'est aussi une industrie. C'est pas que l'usine, le mot industrie est beaucoup plus large que la seule usine. Et cette industrie, en fait, elle est malmenée. D'un côté, elle est universelle, c'est-à-dire que si vous faites des jeans, par exemple, vous avez autant besoin de vendeurs que de banquiers,
que de logisticiens que d'ouvriers. Et en fait, s'il manque un maillon à cette chaîne, et ben en fait, la chaîne n'existe pas, la chaîne tombe. Et c'est très rare dans les milieux professionnels qu'on ait besoin d'autant de diversité et de largeur de la société pour amener une matière première au consommateur final. Et cette largeur, et ben en fait, on la malmène par nos croyances. Tu parlais, Sophie, des croyances par rapport aux hommes et aux femmes dans le code. Et bien en fait, dans l'industrie, on a les mêmes. Deux petits exemples. Par exemple, on dit beaucoup dans les usines des opérateurs. L'opérateur, c'est l'opération, c'est binaire, c'est 1 ou 2, c'est le robot. Moi, je trouve ça beaucoup moins gratifiant que l'ouvrier qui fait référence à l'ouvrage ou à l'œuvre. Le plus grand facteur de disparition des mots dans le dictionnaire français, c'est les délocalisations. Puisque du coup, tout le monde est opérateur, alors qu'avant, il y avait des dizaines de métiers avec des noms précis qui respectaient quelque part le savoir-faire de chacun. Tout ça, on gomme avec nos mots. Pareil, on dénote beaucoup les métiers manuels, à tel point que les métiers intellectuels sont gouvernés par un ministère de l'enseignement supérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres sont inférieurs. Et donc, en fait, tout ça, ça malmène, en fait. Tabou, ouais. Ça sape culturellement nos métiers manuels. Et sans nos métiers manuels, comme c'est une chaîne, on ne peut rien faire. Donc, je pense, moi, j'ai l'espoir qu'avec cette prise de conscience des métiers manuels, en fait, on reprenne le chemin inverse. Le meilleur exemple, ce sont les cuisiniers. Les cuisiniers, c'était le boulot, quand j'étais à l'école, il y a 25 ans, qui était réservé à ceux qui étaient mauvais à l'école. Donc mes potes cuisiniers de l'époque étaient ni fiers ni leurs parents de leur métier. Mais 20 ans plus tard, ils sont chefs dans un restaurant et c'est la classe. Parce que du coup, on a réhabilité l'image de ces métiers-là. C'est exactement ce qu'il faut qu'on fasse pour nos métiers manuels si on ne veut pas galérer à recruter ou s'épuiser à former des personnes qui n'aiment pas ce qu'ils font. L'industrie, c'est enthousiasmant. Pourquoi? Parce qu'on va imaginer le monde de demain. Pour cela, on fait l'innovation, on fait de la R&D. 80 milliards d'euros d'après France Industrie sont justement consacrés par l'industrie. C'est environ 4% du PIB, ce qui est une somme conséquente. L'innovation, c'est un levier de croissance. Comment l'innovation transforme-t-elle justement vos entreprises, vos marchés? L'industrie crée-t-elle justement une dynamique qui se diffuse au sein de l'économie? Mathieu, la R&D, j'imagine qu'elle est au cœur de la stratégie de votre développement. Quelles sont vos grandes conquêtes sur ce sujet justement qui font que c'est enthousiasmant l'industrie? Alors, c'est pas la R&D, c'est l'innovation au sens large. Air Liquide, c'est une start-up de 120 ans. On a tous été start-up à un moment, sauf que si on est toujours là 120 ans après, c'est que pendant 120 ans, on a su écouter nos clients, écouter le monde et détecter les tendances et les anticiper. Donc, c'est quand même ça aussi ce que veut dire l'industrie. C'est avoir une bonne idée au bon moment, c'est bien, mais la faire vivre, la développer et en faire ce qu'on en a fait, c'est encore mieux. Donc moi, Air Liquide, c'est un peu ça qu'on fait tous les jours. Donc je vais prendre un petit exemple, celui de l'hydrogène. L'hydrogène, il y en a depuis, je crois, 13 milliards d'années dans le monde. Les premiers électrolyseurs, c'est au siècle dernier ou le siècle encore avant. Et en fait, il y a 60 ans, on a commencé à prendre l'hydrogène, on en parlait juste avant, pour faire voler les fusées Ariane. C'était il y a 60 ans. Mais depuis, on a développé plein d'autres usages, on a testé, et ça, je pense que l'industrie l'amène, c'est cette capacité à innover, à aller chercher, à faire des projets pilotes, et puis à les développer encore plus, et puis les mettre sur le côté parce que le moment n'est pas mûr, et puis y revenir après. Et donc pour revenir à ce que tu dis, c'est l'innovation, c'est tout ça, mais il faut aussi avoir l'écosystème qui va bien autour. Donc il faut avoir, si on prend une filière comme celle de l'hydrogène, on doit tout inventer, des composants, des usages, des ouvriers, si on ne les appelle pas des opérateurs, et on doit prendre tout ça pour arriver à le mettre en musique. Donc nous, aujourd'hui, si on prend notre plan stratégique, c'est 50% de l'innovation qui va sur la transition énergétique et le digital. Donc ça nous permet de développer plein de choses, et les développeurs ou les data scientists, au départ, ils étaient quelque part cachés dans le digital. Après, on les a mis dans les métiers avec les fabs, puis aujourd'hui, ils sont dans le business, au plus près des use cases, au plus près du métier, pour créer plein de choses. Et pour nous, en tout cas chez Air Liquide, ça veut dire mieux gérer nos actifs, réduire notre empreinte CO2, et puis surtout créer des nouveaux usages, des nouvelles offres qu'on peut pousser à nos clients. Donc si je suis autant excité par le sujet, pour reprendre ce que tu disais Pierre,
C'est que moi, je pense qu'on peut encore associer innovation et industrie. On peut rêver chez nous, on peut innover, on peut tester, et on a les moyens de le faire. Donc pour les jeunes qui nous écoutent, rejoignez, allez à l'école 42, puis après venez chez Air Liquide parce qu'on vous accueillera à bras ouverts. Sophie, justement, on parlait d'enthousiasme. Pourquoi? Vous avez commencé en France avec l'école 42 et depuis 47 campus, 26 pays dans le monde. J'imagine que là aussi, effectivement, le challenge est beau, c'est enthousiasmant. Ouais, c'est extraordinaire. Ouais, franchement, c'est très, 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 très beau. C'est marrant parce que vous parliez justement d'innovation et en fait, le principe même de l'innovation, innover, en fait, ça veut dire sortir du cadre. Donc, il faut transgresser quelque chose pour pouvoir innover. Et en fait, à 42, on a transgressé plusieurs lignes qui sont la première, en fait, c'est une école qui est ouverte à toutes et à tous. Donc, il n'y a pas de conditions financières, il n'y a pas de conditions d'âge, il n'y a pas non plus de conditions de diplôme. On a 35% des personnes qui n'ont pas de diplôme et qui réussissent parfaitement. Donc, ça, c'est vraiment la première chose et c'est très beau d'avoir un modèle social comme celui-là qui s'exporte partout dans le monde. On a maintenant 18 000 étudiants, on est en effet dans 26 pays, on a 47 campus. Et je crois que l'autre transgression, innovation complètement assez dingue, je sais, ça fait toujours très bizarre, c'est qu'il n'y a pas de prof. On n'a pas de professeur. Donc on apprend sans professeur. C'est quelque chose d'assez étonnant, mais qui porte en soi une valeur qui est quand même extrêmement belle, qui est en fait le travail ensemble, la solidarité, la communication, la collaboration. C'est-à-dire que les élèves vont apprendre dans un parcours qui est gamifié, qui ressemble en fait à une sorte de jeu, et ils vont apprendre en collaborant les uns avec les autres. Et ça permet justement de développer des compétences et des compétences dont ont besoin l'industrie, dont ont besoin les entreprises, et particulièrement dans un monde qui est en permanence changeant. On parlait de je ne sais pas combien de métiers qu'on ne connaît pas encore, on est tout le temps en train de se modifier. Et en fait, ça permet de développer une compétence qui est, je pense, la compétence la plus importante et la plus magique qu'enseigne 42, c'est celle d'apprendre à apprendre. Et évoluer dans un monde comme celui-ci, où on sort en fait des normes, parce que je rappelle quand même quand vous arrivez à l'école, c'est hyper normatif, avec des gens qui sont bons et des gens qui sont pas bons. Là, en fait, c'est vraiment, il n'y a personne n'est bon ou mauvais. Tout le monde a quelque chose à apporter, et c'est ça qui change dans la formation en fait en peer learning. Donc l'innovation, bien sûr, elle est au cœur de 42. Je pense qu'elle est au cœur aussi de nos étudiants, et on a la chance de travailler aussi. On crée ce qu'on appelle des labs R&D. On en a un chez Engie. On en a un chez Natixis et qui consiste justement à avoir des étudiants de 42 qui forment un petit groupe qui va améliorer, accélérer l'innovation au sein de ces structures. Thomas, vous êtes dans un secteur ultra concurrentiel, on parle d'innovation. Comment justement innover pour rester compétitif ? Alors de plein de manières, hein. Déjà la distribution, dans la mode, on achète avant tout son image. Quand on était tous tout nus, qu'on vivait dans des grottes, on était poilus, on n'avait pas besoin physiologiquement de vêtements ou de chaussures pour se protéger de la nudité ou du froid. Mais pour autant, parce qu'on était des êtres humains et plus des animaux, on avait besoin de se parer de bijoux, de tentures, de tatouages. Et donc la mode correspond avant tout à ça. Ce qui explique pourquoi on achète de la communication ou du marketing quand on achète des vêtements. C'est pour ça qu'on achète une marque. Donc la première des innovations, c'est de faire du Made in France cool, à peu près abordable en termes de prix grâce au circuit court. Donc ce ne sont pas des innovations techniques, technologiques. Ensuite, il y a plein d'enjeux techniques sur la consommation d'eau, sur les matières premières. Et là, en relocalisant chaque étape de fabrication, eh bien, depuis 2013 et nos 10 ans, on aura relocalisé toutes les étapes de fabrication du jean. Deuxième semestre 2022, on a relocalisé la fabrication du bouton. Ça faisait 5 ans qu'on travaillait pour relocaliser le bouton en France, qu'on importait jusque-là d'Italie. C'était pas le bout du monde, mais on voulait le fabriquer en France. Il nous a fallu 5 ans de R&D pour y arriver. C'est du coton bio, on délave à l'ozone, sans eau, sans sablage. Donc il y a plein d'innovations techniques. Et en fait, ces innovations, elles répondent à une idée qu'on a eue, c'est que notre monde est un monde industriel. Ce que questionne le réchauffement climatique et les dérèglements de la planète, qu'ils soient sociaux ou environnementaux, c'est la manière dont on produit et dont on consomme. Et cette surconsommation, cette surproduction, elle rend notre monde industriel délétère en quelque sorte, parce qu'on se fait du mal à nous-mêmes. Et donc on s'est dit, quelle est l'industrie finalement, quelle est la structure autour de nous qui crée et produit ensemble, qui le fait mieux que nous? Quelle est la meilleure des industries du monde? Et on s'est aperçu en se posant cette question que c'était la nature. Parce que la nature, quoi qu'il arrive, sur terre, en mer, dans les airs, elle recrée son produit, c'est-à-dire la vie, intarissablement. Et donc, en constatant la performance de la nature et en constatant qu'aucune des industries humaines n'arrivait à la cheville de la nature, on est tous moins performants que la nature, en fait. Du coup, on s'est dit, tiens, quels sont les facteurs clés de succès de la nature?
On en a identifié 7. Notamment, la nature, elle crée le produit inlassablement. La nature, elle cultive la proximité. Elle fait toujours avec ce qu'elle a autour d'elle. C'est pour ça que tout ce qui naît dans la nature est adapté à son écosystème. Il n'y a pas de décalage, du coup. La nature, elle est circulaire, il n'y a pas de déchets. La nature, elle est diversifiée. La nature, elle est intarissable, c'est-à-dire qu'elle ne se décourage jamais. Et la nature, elle fait un truc qu'on apprend à nos enfants, mais qu'on ne fait pas nous-mêmes dans le business, c'est qu'elle se limite. À nos enfants, on leur dit « mange pas de bonbons, c'est pas bon pour ta santé ». Et ben, dans le business, on sait pas dire ça, on en veut toujours plus. Et ce toujours plus, en fait, il crée des dizaines de déséquilibres. Et donc, nous, on pense que la meilleure des innovations, c'est d'apprendre à copier la nature et de devenir peut-être aussi systémique, complet et donc performant qu'elle. Ça me fait penser à un autre sujet que l'on a traité également ici à l'occasion de la Magic Keynote, celui du biomimétisme. Quand on parle naturellement d'innovation, ça induit également le sujet de la formation. On a une dynamique technologique qui induit forcément un lot de disruption. D'après Pôle emploi, alors on a un chiffre qui est incroyable, 85% des métiers de demain, donc de 2030, n'existent pas. Justement, sur la formation, comment les entreprises peuvent-elles se saisir de ce sujet majeur pour justement innover et pour avoir des personnes qualifiées en face d'elles? Mathieu. Alors on a dit que l'industrie se transformait, donc c'est un peu la palissade, mais c'est-à-dire que nos métiers se transforment aussi. Moi je vois depuis les quelques années que je suis chez Air Liquide, on ne travaille plus du tout de la même manière. Les métiers, la manière dont on le fait aujourd'hui a complètement changé, c'est plus pointu, c'est plus digital, c'est plus technique. Le moindre métier, entre guillemets, a complètement changé. Un chauffeur, aujourd'hui, il est complètement connecté, il n'a plus de papier, il est routé, il envoie des informations à ses clients. Il n'est plus derrière son volant à conduire un camion pour livrer 2 bouteilles. Donc on a complètement changé la manière dont on travaille et donc on est sans arrêt en train de se réinventer. Donc tout ça, ça veut dire beaucoup de changements et le changement, il se passe quand même beaucoup mieux quand on explique aux gens la valeur qu'ils amènent et le sens qu'ils créent pour l'entreprise et pour eux-mêmes. Et essayer de tout réaligner tout ça. Donc nous on a de la chance encore une fois chez Air Liquide parce qu'on essaye de décarboner l'industrie et de décarboner la planète et de servir nos patients dans le domaine des soins médicaux. Donc on a vraiment des métiers qui sont pleins de sens et donc il faut qu'on explique ça à nos équipes. Donc pour faire ça, il faut qu'on aille recruter. Donc Sophie en a un peu parlé. Dans l'industrie, on manque de femmes. On manque de profils différents et donc on doit aller les chercher et les développer. Donc il y a les grandes écoles et on a des partenariats forcément avec des grandes écoles qu'on connaît, mais il faut aussi qu'on aille plus loin et qu'on aille développer. Donc typiquement le sujet du moment c'est l'hydrogène. On a par exemple en Normandie annoncé le plus gros électrolyseur au monde à Port-Jérôme à côté du Havre. En fait, c'est tout un écosystème hydrogène qui est en train de se créer avec de la mobilité lourde, avec de la décarbonation de l'industrie. Et donc on a créé un BTS qui s'appelle l'Hydrogène Academy avec d'autres partenaires pour créer une filière. Parce qu'en fait, c'est pas que pour nous, je pense que tu le disais, on travaille pas que pour nous, il faut créer des métiers, il faut créer des verticales, il faut créer des filières. Et donc c'est ça qu'on essaye de faire. Donc on doit recruter des jeunes. Après, on doit les former dans la continuité, parce que si les 80% des métiers n'existent pas, c'est aussi vrai pour demain et après-demain. Donc, on a des vrais challenges de formation continue, de mentoring, et puis pour que les gens restent encore une fois alignés avec ce qui se passe dans le monde en termes de technologie, et puis qu'ils soient le plus près de nos sens et de la valeur qu'ils cherchent au travail. L'industrie du digital n'est pas en reste quand on parle forcément de pénurie de main-d'œuvre. Tout à l'heure, vous en parliez de cela. Sophie. Ah oui, de toute façon, il y a une pénurie de talent. Je crois que c'est un des premiers moteurs qui fait que d'ailleurs, on peut se déployer dans le monde entier. C'est pas seulement ici, c'est vraiment partout. Donc, comme je vous l'indiquais, en fait, on a plusieurs strates, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de formation déjà au niveau de l'école. Et après, du coup, on peut pas envoyer assez de personnes. Donc, le bassin, il devient de plus en plus réduit. Comme en plus, on a, comme je vous le disais déjà, tous ces stéréotypes qui font que ça réduit de plus en plus le bassin. Donc, c'est un véritable problème. Thomas. Nous, sur la formation, donc on est 105 dans l'entreprise aujourd'hui, plus 150 emplois indirects chez nos sous-traitants. Sur les 105 que nous sommes 60% d'emplois de production, donc des tisserands, des couturiers, couturières. Et sur ces 60% d'emplois de production, il y en a à peu près les 2 tiers qu'on a formés nous-mêmes. Grâce à notre école du jean, parce qu'en fait il n'y a plus de formation, il n'y a plus de profs, il n'y a plus rien, donc on réapprend nous-mêmes, on réapprend à apprendre aussi. Donc ça c'est un premier point qui est important, mais ces écoles elles ne fonctionnent que si on attire des gens qui aiment les métiers que l'on porte et qui s'inscrivent sur long terme dedans, parce que l'industrie c'est long terme. Amortir le matériel, former du personnel, c'est tout du très long terme. Et pour que les gens restent sur du long terme, il faut que ça leur plaise, qu'ils se sentent bien. Donc on développe pour ça à fond le tourisme industriel. Ça permet de donner du sens aux consommateurs de leur achat.
je ne sais pas si vous aimez le vin. Et ben en fait, vous avez une bouteille de vin qui a un certain goût, un certain prix, vous l'achetez chez Leclerc ou chez Monoprix à Paris, on va dire plutôt. Eh bien, parce que je suis de Romans, je suis dans la Drôme, donc on n'a pas trop de Monoprix à Romans dans la Drôme. Et donc, si vous achetez une bouteille de vin au supermarché, elle a un certain goût, un certain prix. La même bouteille de vin que vous achetez chez le vigneron et qui vous raconte son histoire sur 10 générations, etc. Vous tombez amoureux de vigneron, vous adorez le vin, il vous paraît pas cher au même prix, vous en achetez 10 caisses et quand vous invitez vos amis, vous parlez du vin et du vigneron. Et donc c'est ça dont on a besoin pour reconnecter nos quotidiens à des métiers qui font sens. Et c'est aussi important pour les couturières et les couturiers et les tisserands de voir le waouh que ça fait chez les consommateurs. Un jean, ça pousse pas sur un arbre. Il y a plein de métiers, plein d'étapes pour le faire. Et quand on les découvre, on s'aperçoit qu'un jean à 30 €, c'est pas possible en fait. Il y a forcément des hommes, des femmes ou la planète qui est lésée d'un tel bas coût pour tous ces savoir-faire. Alors que quand vous les vivez, ça vous subjugue en quelque sorte. Et du coup, vous le partagez aux gens qui fabriquent. Ils reçoivent votre respect comme une preuve de confiance. Et du coup, ça développe leur estime de soi. Et cette estime de soi, si on l'oublie dans les usines, à travers le nom, ouvrier par exemple, à travers nos ministères, etc., et ben en fait, ça change tout. Parce que du coup, nous, les patrons en quelque sorte, ou les vendeurs en magasin, on nous félicite tout le temps. On nous voit à la télé, on nous dit « Ah, c'est bien le Made in France ». Mais à l'usine, personne ne félicite personne. Au pire, les rendements sont pas bons, on vient voir le gars parce que du coup, ça va pas assez vite. Ou alors, il a sa prime à la fin de l'année, une fois par an. Mais le merci et le bravo, il est très peu reçu par les ouvriers. Et donc ça, c'est la condition, si on oublie cette question de l'estime de soi, eh bien en fait, on va s'épuiser à former des gens qui ne vont pas aimer le métier, qui pourraient aimer si on leur montrait le respect qu'ils généraient chez chacun d'entre nous en tant que professionnel et en tant que consommateur. Allons sur le terrain, si vous le voulez bien, de la décarbonation de l'industrie, de l'économie. Il y a un objectif très clair, c'est l'Union européenne, horizon 2050, décarbonisation absolue de l'économie et de l'industrie. Comment, quand on est à la tête de vos entreprises, comment peut-on concilier performance économique et performance justement écologique, Mathieu? Quels sont vos objectifs justement, vous, à horizon 2030-2050? Parce que 2030-2050, c'est demain. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on pose encore la question de savoir si on peut décorréler les deux. Donc on n'est pas encore au bout du sujet. J'ose espérer qu'à un moment, on va plus se poser la question. Mais exactement. Oui. Donc, nous, on a eu notre plan stratégique qu'on a publié l'année dernière et en fait, on a lié les deux. Donc, on a dit qu'il n'y aura pas de croissance sans engagement extra-financier. Et donc, on a affiché les deux en mettant de manière indissociable. Donc, concrètement, mais tu le disais, Thomas, des fois, on va trop loin. Ben, nous, on a dit qu'il n'y aura pas de croissance avec carbone. Donc, ça veut dire que peut-être qu'on va refuser des projets, on va refuser des clients ou des contrats parce que ça viendra avec une croissance carbonée. Donc concrètement, on a des engagements très clairs, hein, donc net zéro 2050, mais comme c'est un peu loin, on a mis des objectifs qui soient beaucoup plus près, hein, donc il y a une réduction d'un tiers en 2035. Mais au-delà de ça, je pense que c'est, on en revient au thème de la discussion. L'industrie, c'est comme un peu le grand méchant loup qui pollue, qui consomme beaucoup d'énergie. Alors on va peut-être pas pousser le trait jusqu'à dire qu'on est en train de devenir le prince charmant, mais on peut faire bouger les lignes. Moi, je passe quand même beaucoup de mon temps avec des clients, avec des fournisseurs, et la discussion de décarbonation de l'industrie, elle est aujourd'hui portée par les dirigeants, le management, par les cadres. Et c'est un sujet qui reste. Donc même quand l'industrie va un petit peu moins bien, comme ça peut être le cas en 2021 ou 2022, c'est pas un sujet qui devient secondaire. Je pense qu'il y a un vrai engagement. Alors cet engagement, il a différentes sources. Hein. Ça peut être réglementaire, ça peut être vraiment intime pour certaines sociétés, ça peut être la demande des consommateurs, mais je pense que le sujet, il est là. Et donc pour nous, Air Liquide, c'est une source de croissance importante parce qu'encore une fois, on sait décarboner, on a des solutions telles que le captage de CO2, l'hydrogène, l'oxycombustion pour consommer moins de gaz naturel dans des fours, par exemple. Donc on a plein de solutions et ça, pour nous, c'est vraiment une source d'espoir pour l'industrie, pour la France, parce que je pense qu'on saura relocaliser des emplois en France en amenant des solutions qui soient basses en carbone. Donc, espérons encore une fois, donnons-nous rendez-vous dans quelques années pour se dire que cette question de croissance financière et extra-financière, ce sera tellement évident pour nous tous qu'on ne se posera plus la question. Sophie, 4% d'émissions de CO2, c'est l'impact du numérique au niveau mondial. Est-ce que justement, vos étudiants, vous, ils sont sensibilisés sur le sujet? Parce que c'est encore un sujet qui n'est pas encore dans les programmes, on peut le dire, académiques et scolaires.
Ouais, si, bien sûr, ils sont évidemment sensibilisés sur le sujet. On a revu la plupart de tous les projets en fait qu'on leur met pour avoir évidemment tous ces indicateurs et les faire réfléchir. Mais en fait, pour être tout à fait juste, je ne crois pas qu'ils nous aient attendus pour réfléchir à tous ces sujets, même si en effet on le fait. On organise énormément de conférences autour de Tech for Good, autour de en fait tout ce qui concerne en fait évidemment la low tech, etc. Mais je pense que de toute façon, il y a déjà une prise de conscience qui est hyper forte. On a vu par exemple après la pandémie, 30% des jeunes voulaient changer en fait de direction dans leur vie. Après, sur revenir sur est-ce que c'est possible d'allier les deux, je crois que quand même, après je ne compte pas du tout mais je crois quand même c'est quand même très difficile, on ne va pas se leurrer. Le principe d'une entreprise de perdre du temps, c'est quand même de faire des dividendes, de faire de l'argent et de faire du profit. Je connais très peu d'entreprises qui sont capables à un moment donné de renoncer à du profit et à obéir à ça pour se dire, bah non, en fait, je vais plutôt, j'ai le choix entre polluer un truc et gagner 10 millions ou rien polluer et rien gagner. C'est quand même c'est très difficile. Je pense qu'au titre même d'une entreprise, pour de vrai, c'est quand même pas quelque chose qui est si facile et qu'il faut absolument en fait qu'il y ait des décisions politiques en fait, et surtout les pouvoirs publics et des décisions qui permettent en fait pour le bien commun d'interdire des choses, d'autoriser ou de réguler pour se dire en fait, à un moment donné, on peut plus, peu importe profit par profit, ça suffit, il faut que ça s'arrête à cet endroit-là. Donc oui, c'est bien évidemment dans la formation. Oui, nos étudiants sont extrêmement interrogés par ça et je crois que même qu'ils sont plus maintenant à se demander, c'est plus de se dire qu'est-ce que je vais faire demain, c'est comment je vais faire, dans quel monde je vais le faire et quel type d'écosystème j'aurai autour de moi et comment je participe à tout ça, tout à fait. Thomas, pour les jeans, on a des chiffres qui sont justement incroyables. On part pour un seul jean, une distance parcourue de 65 000 km et de 7 000 à 10 000 litres d'eau utilisée liés à la culture du coton. Ce sont des chiffres qui sont fournis par l'ONG Zero Waste France. Alors il y a plein de choses à dire. Les kilomètres parcourus, c'est énorme, mais l'impact en réalité du transport est très faible sur la pollution d'un jean. L'eau, c'est spectaculaire, mais ça ne veut rien dire non plus, parce que 1 litre d'eau au Sahara, c'est pas la même chose que 1 litre d'eau, ça n'a pas la même valeur qu'un litre d'eau en Normandie. On parle beaucoup du lin français. Le lin français, il pousse en Normandie parce qu'il y a de l'eau qui tombe du ciel. Et donc l'enjeu du coton, c'est pas que ça consomme beaucoup d'eau, c'est de cultiver à l'endroit où il y a beaucoup de l'eau. Et sauf que comme on en consomme trop, et bien du coup, on en vient à faire pousser du coton là où il n'y a pas d'eau. C'est ça qui est con, en quelque sorte. Et donc ça renvoie à 2 problèmes majeurs qui sont pour le coup essentiels. Le premier, c'est que on achète trop de vêtements. C'est le premier problème. On est la principale source de pollution textile au monde. Ce n'est pas les usines, c'est nous, consommateurs. Et le deuxième point, c'est que la deuxième source de pollution d'un vêtement, c'est l'origine de l'énergie qui a servi à faire tourner les usines. Et donc en France, on a une énergie qui est plutôt décarbonée grâce au nucléaire et au mix énergie renouvelable. Ce n'est pas le cas de plein de pays où l'énergie est très carbonée, notamment en Asie, au Bangladesh, au Pakistan, au Vietnam, là où la plupart des vêtements sont fabriqués. Donc en fait, si on traite ces 2 sujets, on s'aperçoit que l'important, c'est de consommer moins, et c'est de consommer français, en quelque sorte, pour diviser par 3 ou 4 l'impact carbone d'un vêtement. Et ça, consommer moins et consommer français, on en a tous le pouvoir, et même le pouvoir d'achat, parce que consommer moins, ça veut dire faire des économies. Et quand on voit les milliards que font la fast fashion, on ne peut pas croire qu'ils nous fassent faire des économies, vu la surconsommation de vêtements dans laquelle ils nous engagent, quand bien même ces vêtements ne sont pas chers. Le dernier point, du coup, sur cet enjeu de proximité, c'est que nous, en tant que marque de mode, si on veut rapprocher les gens de la consommation, d'une consommation plus responsable, et si on veut qu'ils consomment moins, eh bien, en fait, on doit les désintoxiquer du plaisir de la consommation. Pardon pour les oreilles chastes, mais je compare la surconsommation à Tinder. En gros, acheter un vêtement pas cher, c'est comme un plan cul. Ça fait le job, c'est agréable, mais en fait, c'est vraiment éphémère et creux. Et donc, si on veut se désintoxiquer du plan cul, de Tinder, ben en fait, il faut rencontrer quelqu'un, il faut rencontrer l'histoire d'amour. Et là, on décroche, en quelque sorte, de Tinder. Et ben, la concurrence à laquelle on doit faire face, nous, en tant que marque de jeans made in France, c'est de se désintoxiquer au plaisir d'acheter un truc pas cher. Et donc, pour ça, eh bien, en fait, notre enjeu, c'est de donner plus de plaisir aux gens d'acheter un jean de qualité, en visitant les usines, en découvrant qui l'a fait, etc., que le plaisir juste d'acheter. Et donc, nous, on ne grandira pas en vendant de plus en plus de jeans à de plus en plus de clients, mais on grandira, nous, 1083, en vendant de moins en moins de jeans à de plus en plus de clients. C'est-à-dire en donnant envie aux gens de consommer moins. Ce qui veut dire que notre croissance made in France va générer, si on y arrive, une baisse du marché du jean en France. C'est comme ça qu'on va mesurer notre efficience.
Et alors, si on réduit la taille du marché en France parce qu'on a donné envie aux gens de consommer moins et mieux, alors il y aura moins de kilomètres, il y aura moins d'eau consommée, il y aura moins de nombre de jeans achetés en France et il y aura moins de fabrication d'énergie carbonée pour les usines d'Asie. Voilà le principe de 1083. Pierre, je ne vais pas rebondir sur Tinder, mais quand même pour réconcilier le tout profit qu'a évoqué Sophie et et la demande du consommateur qu'a évoqué Thomas. Je pense, encore une fois, nous, industrie, on est au milieu. Je pense qu'on peut faire bouger les lignes parce qu'on a les moyens, on a l'innovation, on a les bilans financiers et on a le devoir de le faire. Et pour ça, on a besoin du régulateur. C'est sûr que quand il y a une régulation, ça pousse tout le monde. On a besoin du consommateur. Si quand vous allez acheter votre voiture, vous dites « je veux de l'acier vert », ça va forcer le producteur d'acier à trouver des solutions. Et puis, on a besoin aussi des financiers, de nos actionnaires, etc. Et donc, c'est tout ça qui va nous pousser. Mais l'industrie a tellement une place importante là-dedans qu'on a le devoir de bouger et tout le monde nous regarde. Donc, on doit y arriver. Et quand tu parlais d'industrie, pardon, mais juste par exemple pour pouvoir produire, quand tu parles du numérique, que ça consomme, etc., il faut voir qu'est-ce que ça permet de générer derrière. Mais notamment par exemple pour créer 1 gramme de téléphone, ça te prend 80 fois plus de ressources énergétiques qu'1 gramme de voiture. Donc il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là, plutôt qu'aussi des consommateurs, mais plutôt du côté de l'industrie. On avait libéralisation de l'économie, on a la tindérisation maintenant de l'industrie avec vous, Thomas Huriez. C'est sur ce mot-là que l'on va se quitter. C'est également sur ce mot-là que je vais vous remercier à vous, Mathieu Gillard, vice-président d'Air Liquide. Merci également à vous, Sophie Vigier, directrice générale de l'École 42. Et merci également à vous, Thomas Huriez, président de 1083. Je vous invite à les applaudir. Merci. Merci beaucoup. Merci À tous.